Bonjour, je suis Mathieu, photographe professionnel, formateur DxO et dans cette vidéo, nous allons voir 20 astuces utiles pour DxO Photolab. Et simplement avant de nous lancer, je précise que cette vidéo est découpée en chapitres. Un chapitre égale une astuce, donc n'hésitez pas à naviguer sur la timeline, donc la barre rouge en bas de la vidéo pour aller directement aux astuces qui vous intéressent ou alors vous pouvez retrouver donc les différents titres, donc les chapitres qui correspondent aux astuces directement dans la description de cette vidéo. Commençons par une série d'astuces sur la photothèque de DxO Photolab. La première astuce consiste à créer des groupes de projets au sein des projets. Alors les projets, vous les retrouvez directement ici dans la photothèque et en bas à gauche. L'idée, vous savez, des projets, c'est de pouvoir créer donc des projets, le nom est assez explicite, dans lesquels nous allons mettre des photos qui finalement sont répertoriées, triées, rangées en fait dans des dossiers très différents dans notre ordinateur, comme par exemple un SSD ou encore par exemple un NAS. Et le but, ça va être de regrouper toutes ces photos très différentes au sein d'un projet qui nous intéresse. Cependant, lorsqu'on veut créer des gros projets, on peut être tenté de vouloir créer une forme d'arborescence pour bien organiser son projet. Donc l'idée, ça serait de créer par exemple un gros projet et d'y mettre à l'intérieur des sous-projets. Alors il faut savoir que dans DxO Photolab, il n'est pas possible d'intégrer un projet à l'intérieur d'un projet et c'est pour cela que l'on peut créer, et c'est ça l'astuce, des groupes de projets. Ainsi, je vous montre directement dans DxO Photolab, vous pouvez retrouver les groupes de projets ici directement sous la forme d'une boîte. En fait, il faut prendre ça comme une boîte de rangement à l'intérieur de laquelle nous allons mettre des projets. Et vous voyez ici, j'ai par exemple créé donc un groupe de projets à l'intérieur duquel, donc là par exemple je le ferme, si je l'ouvre, à l'intérieur j'ai mis directement, donc ça c'est pour cette vidéo, différents projets et dans chaque projet j'ai mis les photos qui correspondaient aux différentes astuces. Et donc comment est-ce que l'on va créer un groupe de projets? Eh bien c'est très simple. On va ici se rendre sur le bouton ajouter, on va cliquer dessus et ici vous avez deux possibilités, soit créer un projet, soit créer un groupe de projets. Je clique sur un groupe de projets et une petite fenêtre s'ouvre dans laquelle je vais rentrer le nom de mon groupe. Alors là par exemple je vais l'appeler mes photos. Et ça, on va se dire que c'est pour le bien de cette vidéo. Ici, vous pouvez ensuite choisir de l'intégrer dans un autre groupe de projets. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre un groupe de projets à l'intérieur d'un autre groupe de projets et se créer l'arborescence de notre choix. Alors ici, vu que j'ai envie de le mettre comme un groupe, on va dire maître, c'est-à-dire le principal, je ne vais pas l'intégrer. Et ensuite, je fais créer. Et là, vous voyez, automatiquement, j'ai mon groupe de projet qui a été créé juste ici et qui s'appelle donc mes photos. Et l'idée, c'est qu'à l'intérieur donc de ce groupe, je vais venir intégrer différents projets. Donc là, je vais à nouveau cliquer sur ajouter et cette fois-ci, je vais ajouter des projets. Donc, je clique et là, il va me demander à nouveau de le nommer. Donc, je vais dire par exemple mes photos de paysage. Et à l'intérieur, je mettrai là-dedans mes photos de paysage. Et ici, ce qui va être intéressant, c'est de bien ici cocher mettre dans et on va lui demander de le mettre à l'intérieur du groupe de projets que nous avons créé, en l'occurrence qui s'appelle ici mes photos. Donc je clique dessus et ensuite je valide en cliquant sur créer. Et vous voyez que là, il y a une petite flèche qui s'est créée à côté et si j'ouvre, vous voyez que à l'intérieur du groupe de projets mes photos, et bien maintenant j'ai un projet qui s'appelle mes photos de paysage. On termine cet exemple par créer un autre projet qui va s'appeler par exemple mes photos de portrait et cette fois-ci, je vais à nouveau l'intégrer dans mes photos, je valide et vous voyez qu'il s'est mis juste en dessous et ensuite je n'aurai plus qu'à notamment glisser, déposer mes photos dans les projets de mon choix. Enfin bref, maintenant vous savez comment on crée un groupe de projets. Passons à la deuxième astuce de la photothèque. Eh bien il faut savoir que l'on peut copier les métadonnées d'une photo et les coller directement sur une ou plusieurs autres photos. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on entend par métadonnées ici? Alors je vous montre rapidement ce qu'on entend en fait par coller les métadonnées. Il peut s'agir soit des attributs, donc de la note, du marqueur conservé et rejeté, ou par exemple du libellé de couleur. Ce peut être les coordonnées GPS, si par exemple elles manquaient sur une photo, que vous les avez rentrées manuellement et que vous étiez au même lieu, eh bien vous pouvez ainsi coller directement ces coordonnées sans avoir besoin de les remplir manuellement. Ça peut être aussi les mots-clés, on va le voir juste après, et ensuite tout ce qui touche aux données IPTC.
Donc je prends un exemple concret sur cette photo par exemple. Donc j'ai mis ici un attribut donc conservé, j'ai mis également un libellé de couleur. Par ailleurs, j'ai attribué un mot-clé, donc en l'occurrence NoCab, c'est-à-dire moi ma signature personnelle, et également j'ai complété sur la droite ici au niveau des données IPTC. Vous voyez, j'ai mis par exemple ici donc mon nom de créateur, ici ma fonction, mon pays ou encore mon site internet. Et ce que j'aimerais, c'est copier toutes ces données et venir les coller sur ma série. Pour ce faire, il faut copier les métadonnées. Donc je sélectionne cette photo, soit je fais un clic droit et je vais ici directement sur copier les métadonnées. C'est également le raccourci clavier Alt Shift plus C, ou alors vous pouvez vous rendre ici dans Images, puis dans Copier les métadonnées. Donc je valide, le logiciel copie les métadonnées de cette photo. Ensuite, je vais sélectionner mes autres photos, donc je clique sur ma première, je maintiens la touche Shift, je clique sur la dernière, il me sélectionne toutes les photos entre les deux, et ensuite je vais aller dans Images, ou alors avec le clic droit j'ai le même menu, et ensuite je vais aller ici dans Coller les métadonnées. Et là vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, soit vous allez dire je colle toutes les métadonnées, donc là ça veut dire tout ce qui est attributs, tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est données IPTC, soit vous allez par exemple ne copier que les mots-clés, soit vous allez ici carrément ajouter les mots-clés, soit, alors là moi en l'occurrence ces coordonnées ne sont pas remplies mais vous pouvez mettre les coordonnées GPS, ici gérer tout ce qui touche à l'auteur et au copyright, donc moi c'est ce que j'ai rempli dans les données IPTC, ou alors, et ça je trouve que c'est le plus intéressant, c'est de dire ici vous allez coller donc les métadonnées sélectionnées, vous avez cette page qui s'ouvre et là vous allez pouvoir choisir précisément à la métadonnée près ce que vous souhaitez coller. Donc là, vous voyez par exemple, si je veux absolument tout sélectionner, je vais directement en bas dans tout sélectionner. Il me sélectionne absolument tous les paramétrages. Ensuite, je fais coller et ici, le logiciel va appliquer toutes les métadonnées sur ma photo. Donc si par exemple, je clique sur celle-ci, vous voyez que le logiciel, moi, par exemple, compléter ici les données IPTC. Enfin bref, cette astuce va vous faire gagner pas mal de temps. Troisième astuce de la photothèque, eh bien, vous pouvez appliquer directement des pré-réglages depuis la photothèque. Par exemple, si je veux appliquer un pré-réglage sur ces deux photos que j'ai sélectionnées, eh bien, c'est très simple. Je vais directement en haut à droite dans Appliquer un pré-réglage. J'ouvre la fenêtre de pré-réglage. Si par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de les mettre en noir et blanc, je n'ai plus qu'à cliquer sur le pré-réglage noir et blanc. Et automatiquement, vous voyez que le pré-réglage s'est appliqué sur mes deux photos. Quatrième astuce, comment supprimer rapidement les photos qui ne nous intéressent pas? Eh bien, l'astuce, c'est déjà de marquer les photos que vous ne souhaitez pas conserver comme rejetées. Donc soit vous pouvez le faire directement ici en cliquant donc sur le marqueur rejeté, donc c'est la pastille rouge, soit vous pouvez faire un clic droit et puis aller ici dans définir le marquage et puis rejeter, soit sinon vous pouvez utiliser le raccourci clavier la touche X, auquel cas la photo sera automatiquement marquée comme rejetée. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de n'afficher que les photos que j'ai considérées comme rejetées pour pouvoir les supprimer. Pour ce faire, je vais ici donc dans l'outil de filtration et je vais demander à Photolab de ne m'afficher que les photos marquées comme rejetées. Je valide, là vous voyez je n'ai plus que mes photos rejetées. Ensuite je vais simplement sélectionner l'ensemble de mes photos, donc CTRL A en raccourci clavier, donc CTRL ALL, c'est-à-dire toutes les sélectionner. Et ensuite je fais simplement un clic droit et je n'ai plus qu'à cliquer sur supprimer. Cinquième astuce de la photothèque, voyons comment utiliser l'outil de comparaison et qui en plus, je le précise, a été amélioré dans cette 8e version de Photolab. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce que l'on peut comparer. Là, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez comparer une photo en avant-après, soit vous pouvez comparer une photo par rapport à une autre photo, donc différente, que l'on va appeler photo de référence. Pour faire ce choix, il suffit de se rendre donc ici dans l'outil de comparaison et de cliquer sur la petite flèche, et c'est ici que nous allons définir quelle va être notre base de comparaison. Donc là, vous voyez, quand je clique, ici, je peux choisir de comparer donc l'image originale, c'est-à-dire celle sur laquelle je suis en train de travailler, et ensuite de savoir est-ce que je vais comparer cette image, donc c'est un avant-après édition, soit avec donc la géométrie, c'est-à-dire si par exemple j'ai fait un recadrage,
recadrage. Dans ce cas-là, il va me comparer l'avant-après avec recadrage ou alors sans recadrage. Donc je vous montre concrètement, ici sans géométrie, cette photo je l'ai recadrée en amont. Si je reste cliqué sur comparer, vous voyez un avant-après et ici il va me le comparer donc sans la géométrie. Donc là forcément, je verrai la photo en avant-après mais avec les différences de recadrage. Si maintenant je valide ici et que j'ajoute avec géométrie, eh bien il va me faire un avant-après, cette fois-ci sans voir la différence de recadrage. Cependant, l'outil de comparaison, et ça c'est une nouveauté de la version 8, nous permet également de comparer l'image que nous sommes en train d'éditer avec une autre image, avec un autre fichier. Donc pour ce faire, il y a plusieurs moyens pour sélectionner cette autre image que l'on va appeler image de référence. Par exemple, ça c'est la photo que j'ai commencé à éditer et mon image de référence, ça va être cette photo-là, donc la version finale, et j'aimerais m'en inspirer pour faire mon édition. Pour ce faire, pour la choisir comme image de référence, je peux soit aller ici directement donc dans la petite flèche de l'outil comparaison et ici descendre et dire au logiciel utiliser l'image courante comme référence. Si maintenant je me rends sur la photo que j'étais en train d'éditer, donc la version non éditée, eh bien quand je vais faire la comparaison, vous voyez qu'il me fait un avant-après, mais en prenant l'avant comme la photo de référence que j'ai définie en amont. La deuxième possibilité, c'est de simplement, sur l'image que je souhaite choisir comme image de référence, de faire un clic droit et ensuite, vous voyez, je n'ai plus ici qu'à cliquer sur utiliser l'image comme référence et à partir de ce moment-là, eh bien, elle sera choisie dans l'outil de comparaison. Enfin, sachez qu'il est possible de choisir une image de référence, une image qui est vraiment externe au logiciel. Donc pour ce faire, vous cliquez à nouveau sur la flèche, vous descendez et vous allez dans sélectionner l'image de référence. Vous avez une page qui s'ouvre et là, vous allez aller naviguer dans votre ordinateur pour choisir une image, quelle qu'elle soit, qui sera utilisée. Si par exemple, et là c'est purement un exemple, je choisis cette photo-là comme image de référence pour avoir un style, on va dire, je n'ai plus qu'à l'ouvrir. Et si maintenant je prends par exemple cette photo et que je veux garder l'autre image comme une base d'édition, en tout cas dans le look, je n'ai plus maintenant qu'à cliquer dessus et vous voyez qu'il choisira cette image comme image de référence. Enfin, et pour terminer cette astuce sur l'outil de comparaison, voyons les différents affichages que vous pouvez avoir. Donc la première, c'est tout simplement, si vous restez cliqué ici sur comparaison, sur l'image, vous verrez un avant-après. Si vous voulez le faire sans avoir besoin de cliquer, vous pouvez faire le raccourci clavier CTRL-D, donc ça revient strictement au même. Enfin, et au-delà de faire un avant-après, vous pouvez ici donc ne pas vous contenter seulement de ce qu'on appelle la vue unique, mais d'avoir un affichage que j'appelle côte à côte. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez ici, j'ai la photo que je suis en train d'éditer, et à gauche, j'ai mon image de référence, comme ça je l'ai toujours sous les yeux. Et ensuite ici, donc en cliquant sur la flèche, vous pouvez paramétrer donc directement ici les modes d'affichage. Par exemple, ici vous voyez, moi j'aime beaucoup cet outil et ça permet comme ça de glisser et de voir l'avant-après précisément sur la photo. À présent, passons aux astuces de l'onglet personnalisé. La première astuce va concerner ici donc ce qu'on appelle la color wheel, donc le TSL. Ici par exemple, quand vous cliquez avec la pipette, vous pouvez sélectionner directement donc une plage de teinte et cette plage de teinte est marquée ici directement sur la color wheel. Oui, mais alors sur l'image, comment savoir concrètement quelle est la plage de teinte qui est sélectionnée à mesure que je vais bouger ici les curseurs? Eh bien c'est très simple et l'astuce est la suivante. Avec votre doigt, vous restez enfoncé sur la touche CTRL et si vous cliquez simplement ici sur le bouton de teinte, eh bien vous voyez que le logiciel va masquer la plage de teinte que vous allez sélectionner et dans ce cas-là, vous verrez précisément la plage que vous avez sélectionnée. Autre astuce dans l'onglet personnalisé, sachez qu'il est possible d'enregistrer son espace de travail. Alors pour en savoir plus sur la personnalisation de l'interface, je vous renvoie à la vidéo dédiée où vous allez apprendre comment vous créez votre propre espace de travail, insérer les palettes de votre choix et ensuite pouvoir se créer donc son espace de travail. Donc là, admettons, j'ai créé donc mon propre espace de travail, j'ai créé ici ma propre palette personnalisée et maintenant il va falloir obligatoirement le sauvegarder car si je ne le fais pas et que je change d'espace de travail, eh bien cet espace que je me serais créé aura disparu. Donc comment faire pour le sauvegarder? Eh bien c'est très simple, je vais aller ici dans espace de travail et ici ce que je vais faire c'est que je vais faire sauvegarder l'espace de travail et je vais l'appeler ici mon espace avancé. Et maintenant je n'ai plus qu'à sauvegarder et si je regarde dans mon espace de travail, vous voyez que mon espace avancé a été sauvegardé. Autre astuce, sachez
qu'il est possible de renommer ces espaces de travail si jamais les noms que vous avez donnés ne conviennent pas. Par exemple, ici, vous voyez, je me suis créé un espace de travail avec vraiment des outils avancés, sauf que ici, dans espace de travail, je l'ai appelé simplement outils avancés et j'aimerais bien uniformiser mes noms. Ici, je m'étais créé un espace de travail donc de base et j'aimerais ici me faire un espace de travail entre guillemets avancé. Donc pour ce faire, je sélectionne bien mon espace de travail pour être sûr que c'est bien lui qui est appliqué. En effet, c'est bien lui, je ne vais pas y toucher car il me convient. Mais alors comment renommer? Eh bien tout simplement, je vais sauvegarder l'espace de travail et je vais l'appeler donc, hop, ici, mon espace de travail avancé. Et ensuite, je n'ai plus qu'à le sauvegarder. Automatiquement, il va me créer donc ce nouvel espace de travail dans mes espaces. Et vous voyez, il est ici. Sauf que j'ai toujours le précédent, qui est le même finalement, c'est juste qu'il a un nom différent et qui s'appelle outil avancé. Et bien, ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer dessus. Donc, il me l'applique. Cependant, donc, je clique à nouveau sur espace de travail, je vérifie que c'est bien le précédent qui est sélectionné et je n'ai plus qu'à cliquer sur supprimer l'espace de travail. Je valide et en validant, il est supprimé. Et à présent, quand je me rends dans espace de travail, j'ai mon espace de travail de base et maintenant mon espace de travail avancé. Poursuivons avec une nouvelle astuce dans l'onglet personnaliser. Et cette fois-ci, ça va concerner tout ce qui touche au zooming, donc la possibilité de zoomer dans l'image. Prenons un exemple concret. Admettons ici, j'ai cette photo de fleurs et j'aimerais travailler avec ma color wheel pour pouvoir donc travailler en précision les couleurs. Donc je vais zoomer, pourquoi? Parce que j'aimerais sélectionner très précisément une couleur. Donc je zoome. Je me mets au niveau de ma fleur et ensuite je vais sélectionner ici ma pipette. Sauf que là, vous voyez, j'ai ma pipette, mes crottes, j'aimerais bouger sur l'image. Mais alors, comment faire? Eh bien, c'est très simple et c'est ça l'astuce. Avec votre pouce, vous allez maintenir la barre espace enfoncée sur votre clavier. Et là, vous voyez, vous avez la main qui apparaît. Et en restant cliqué, vous pouvez ensuite vous déplacer et trouver la zone qui vous intéresse. Une fois que vous avez fini, vous relâchez la barre d'espace, la pipette revient. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la zone qui vous plaît et c'est terminé. Ensuite, saviez-vous qu'il était possible lors d'un recadrage de définir vous-même le ratio qui vous intéressait? Pour ce faire, rendons-nous ici donc dans la famille d'outils géométrie et ensuite activons l'outil de recadrage. Pour afficher le recadrage, nous appuyons ici sur outils et vous avez ensuite, vous voyez le recadrage qui s'active. Et ensuite, tout va se passer ici en bas dans le menu ici ratio. Alors par défaut, quand vous cliquez, vous avez donc le ratio original. Vous avez ensuite sans contrainte, c'est-à-dire que vous pouvez recadrer de manière extrêmement fluide vous-même la photo selon le ratio de votre choix. Et ensuite, vous avez tout un lot ici de ratios prédéfinis qui sont des ratios standards, notamment pour de l'impression. Cependant, si vous cliquez sur saisir un ratio personnalisé, eh bien, vous pouvez maintenant, dans le menu, choisir vous-même le ratio. Donc le ratio, c'est toujours, vous savez, un rapport mathématique. Et la seule chose qui va nous être imposée pour pouvoir le rentrer, c'est entre nos deux valeurs numériques, de mettre un X au milieu. Alors ça fonctionne aussi avec 2 points. Si par exemple, je veux un ratio de 5 par 3, qui est un petit peu atypique, je vais taper donc 5 fois 3 et ensuite avec la barre d'entrée je valide et vous voyez ici il m'a appliqué mon ratio personnalisé de 5 par 3. Pour les prochaines astuces, nous allons nous focaliser sur les différents réglages locaux et vous allez voir qu'il y a plein d'astuces intéressantes. Première astuce, et elle va concerner ici l'utilisation donc de ce qu'on appelle du masque auto, que moi j'appelle également le pinceau automatique. L'idée est la suivante, on va prendre un pinceau et avec ce pinceau, on va peindre une zone et le logiciel va lui-même masquer, donc il va venir définir les contours de manière intelligente d'un objet et ensuite on va pouvoir donc éditer de manière locale cet objet qui a été sélectionné automatiquement. Donc la première chose, c'est de régler la taille du pinceau. Donc vous pouvez régler la taille directement ici avec l'onglet de gestion de taille ou alors, petite astuce, si vous restez enfoncé sur la touche CTRL et que vous utilisez la molette de votre souris, vous pouvez vous-même faire varier comme ça la taille du pinceau automatique. Donc là, par exemple, je voudrais masquer ici donc sur la façade cette statue et j'aimerais pouvoir l'éclaircir légèrement pour la mettre en valeur. Et bien pour ce faire, je vais donc de manière précise, je vais faire attention. Je vais peindre ici donc mon objet, je vais le faire de manière, voilà, assez précautionneuse. Donc je prends le temps de bien peindre, il ne faut pas non plus être, on va dire, un petit peu bourrin, c'est-à-dire qu'il faut que le logiciel puisse sélectionner en précision donc, la zone que l'on veut masquer pour que cela fonctionne le mieux possible. Donc voilà, je peins, hop, voilà,
Voilà, et enfin, je n'oublie pas cette partie. Et maintenant, vous voyez, si tout simplement dans l'outil exposition, j'augmente l'exposition, eh bien, vous voyez qu'il n'y a que ma statue qui a été éclaircie et le masque auto est très rapide dans ce genre de situation. Passons à l'astuce suivante. Toujours dans les réglages locaux, nous allons voir comment voir avec plus de précision la zone qui est masquée par notre outil. Donc vous voyez, ici j'ai tracé une ligne de contrôle pour travailler mon ciel, et l'idée c'est de pouvoir utiliser donc un masquage, c'est-à-dire une mise en surbrillance de la zone qui est affectée par le réglage local. Donc par défaut, le masquage, et vous voyez ici je l'active, est affiché en vert, donc tout ce qui est en vert est affecté par l'outil local, et plus le vert est marqué, et plus l'effet sera appliqué, moins le vert est marqué, et moins l'effet sera appliqué. Cependant, il est possible d'utiliser une autre forme de masquage qui n'est pas celle de couleur, mais celle en noir et blanc. Et ça, je trouve ça très utile parce que vous le voyez lorsque je passe en noir et blanc, eh bien, on voit de manière, je trouve, plus précise et plus marquée la zone qui est vraiment affectée. Si par exemple, je suis plus sélectif, et ça on va le voir dans une autre astuce plus tard, sur Chroma et Luma, vous voyez que si je suis plus sélectif, eh bien, dès que la zone sera en blanc et plus elle est blanche, plus l'effet sera appliqué, et plus la zone sera masquée en noir, et moins l'effet sera appliqué. Donc pour afficher le masquage en noir et blanc, il vous suffit donc de sélectionner votre calque, ensuite de bien afficher donc les masques, et ici, en cliquant sur masque de couleur, vous sélectionnez noir et blanc, et vous switchez en noir et blanc. L'astuce suivante va concerner le nouveau masque de teinte introduit dans DxO Photolab 8. Alors pour activer un masque de teinte, vous savez, vous le sélectionnez, et avec la pipette, vous allez cliquer donc sur la teinte qui vous intéresse. Là, vous voyez, il m'a mis en surbrillance, donc en masquage. Ici, tout ce que j'ai sélectionné, et donc c'est en vert, ou alors à nouveau en noir et blanc si je souhaite le voir différemment. Maintenant, l'astuce consiste à pouvoir donc régler de manière plus précise la plage de teinte sur laquelle nous allons travailler. Alors là, il y a, on va dire, deux possibilités. La première possibilité, c'est d'ajuster notre masque de teinte directement ici avec les outils donc de ce même masque. Tout d'abord, vous pouvez sélectionner la plage de teinte à travers des grandes familles de couleurs, ou alors, si vous voulez le faire de manière très précise, bien évidemment, utiliser la pipette. Et là où ça va se passer, c'est ici dans ce qu'on appelle la barre chromatique. Donc cette barre chromatique, elle va de 0 à 360, et vous avez ensuite l'ensemble des teintes, donc des couleurs qu'il y a sur la roue chromatique. Et vous voyez ici avec la pipette, moi j'ai sélectionné cette couleur, et ce que j'ai à l'intérieur de cette zone, c'est la zone qui a été masquée, et où mes réglages vont affecter donc cette plage de couleurs. Et alors ça, on peut le régler de manière très précise. Et là aussi, il y a plusieurs façons de le faire. Tout d'abord, vous avez ici donc 4 sommets. Vous avez 2 petites barres en pointillés. Ça, c'est la zone dans laquelle, de part et d'autre, les effets vont s'appliquer de manière pleine et entière. Et cette zone, vous pouvez ici directement l'élargir. Et vous voyez que si je l'élargis, regardez sur l'image, eh bien, j'ai directement la zone masquée qui s'élargit. C'est normal, j'ai élargi la plage de teinte. Et je peux le faire de chaque côté, comme ça. Et ensuite, vous avez 2 autres petites flèches. Et cette zone là qu'il y a entre les pointillés et la flèche du bas, c'est une zone de transition. Je peux définir donc plus ou moins de transition dans la plage de teinte sélectionnée. Et à mesure que je vais éloigner ici donc le sommet du bas, vous voyez que la zone de transition va être progressive, et vous voyez ici au niveau du masquage que le vert se fait de manière encore plus douce et progressive. Ça, c'est à vous de choisir en fonction de l'édition et on va dire de son effet sur les différentes plages de teinte. Enfin, il est possible de régler de manière très précise donc la plage de teinte à travers les valeurs numériques que vous avez ici. Je l'ai dit précédemment, elles vont de 0 à 360 et vous pouvez ici soit directement écrire la valeur donc depuis votre pavé numérique. Donc si par exemple je veux mettre 250, j'écris moi-même 250, ou alors si vous voulez le faire donc par échelle de 1, avec les petites flèches, vous pouvez augmenter ici et choisir numériquement les valeurs. Enfin, la deuxième possibilité pour personnaliser votre masque de teinte, eh bien, c'est d'utiliser ici la gomme. Si vous cliquez sur la gomme, comme avec les pinceaux, vous allez pouvoir gommer et enlever des zones sur votre photo sur lesquelles l'effet va s'appliquer. Et donc, vous voyez ici, si je gomme par exemple la fleur, eh bien, les différents effets que j'aurais mis ici dans mes outils ne s'appliqueront plus que sur les autres zones, mais plus sur cette fleur-là. Autre astuce, toujours dans les réglages locaux, et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'inversion d'un calque. Alors, prenons un exemple concret pour illustrer ça. Vous voyez, par exemple, sur cette photo, j'aimerais sélectionner le ciel pour qu'il soit un peu plus contrasté, un petit peu plus saturé, etc. Le ciel étant tout bleu, l'outil le plus intéressant, naturellement, sur DxO Photolab 8, ça va être le masque de teinte. Avec ma pipette, je sélectionne ici directement mon ciel.
eh ben forcément, il va me sélectionner tout mon ciel qui est tout bleu. Par contre, il ne va pas me sélectionner mon rapace. Donc là, vous voyez, par exemple, je descends dans le TSL, je vais dans le canal global, et puis j'augmente simplement la saturation, et vous voyez que mon ciel est davantage bleu. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi un petit peu manigancer, en tout cas jouer avec les réglages locaux, pour faire l'inverse, c'est-à-dire je n'aimerais maintenant non plus ne travailler sur le ciel, mais que sur l'aigle. Mais alors, comment faire? Eh bien, c'est très simple. Je vais dupliquer ici mon masque de teinte, donc je clique ici sur dupliquer. Donc, je clique et il me crée le même masque, c'est juste qu'il m'en fait un double juste en dessous. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ça, et par défaut, tout ce qui avait été sélectionné sur le masque de teinte, c'était le ciel, et tout ce qui n'avait pas été sélectionné, eh bien, c'était mon rapace. Eh bien, pour sélectionner que le rapace et plus le ciel, il faut juste que je l'inverse. Donc, pour ce faire, je clique ici sur le bouton donc inverser le masque, et quand je clique dessus, vous voyez qu'il sélectionne donc tout ce qui n'est pas le ciel parce qu'il a inversé. Et maintenant, je peux éditer mon aigle sans toucher au ciel. Continuons dans les astuces au niveau des réglages locaux, et ici on va regarder les différentes options qui s'offrent pour chaque calque. Donc tout d'abord, ici vous avez un petit bouton plus qui va consister à ajouter un nouveau calque pour ne pas faire l'erreur d'ajouter par exemple un point de contrôle sur un calque sur lequel on ne voudrait pas que l'effet s'applique. Donc pour ce faire, je sélectionne l'outil qui m'intéresse et je vais cliquer sur plus, et là en fait il va me créer un nouveau calque à mesure que je vais cliquer. Et donc vous voyez, il m'a en effet créé un nouveau calque. Et ensuite, j'ai plusieurs options. La première, c'est de pouvoir désactiver temporairement donc mon calque si je ne souhaite pas en voir l'effet. Et je n'ai plus qu'à recliquer sur activer et le calque sera effectif. Ensuite, vous avez les deux boutons que nous avons vus précédemment, la possibilité de le dupliquer, mais également la possibilité de l'inverser. Également, si vous avez modifié les paramètres, par exemple, j'ai augmenté l'exposition, si vous appuyez ici sur le bouton réinitialiser, eh bien, il va réinitialiser tous les paramètres, mais alors là, c'est pour l'ensemble des calques. Enfin, et là, je fais CTRL Z pour revenir en arrière, si j'ai un calque que je souhaite supprimer, eh bien, je clique ici sur mon calque, que je sélectionne, et je vais directement cliquer sur supprimer le masque, donc la petite poubelle, et ensuite, Photolab va me supprimer le calque en question. Encore et toujours une astuce dans les réglages locaux, cette fois-ci, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'option du masque, et en l'occurrence à l'opacité. Et l'opacité, pour la comprendre, on va prendre un exemple très concret. Admettons, j'ai édité ici le ciel avec ma ligne de contrôle, j'ai ajouté du contraste, j'ai travaillé la saturation, etc. Cependant, j'aime bien l'effet, mais je trouve qu'il est un petit peu trop marqué. C'est-à-dire que je pourrais me contenter de retravailler tous mes outils, mais en fait, j'aime bien l'effet, j'aimerais simplement qu'il soit donc un petit peu moins puissant. Et bien là, on va simplement travailler ici ce que l'on appelle l'opacité, c'est un petit peu la transparence. Et ce que je vais faire, c'est que en diminuant l'opacité, je vais simplement diminuer l'ensemble de l'effet donc du calque et l'appliquer plus ou moins. Et en diminuant simplement l'opacité, je garde donc le même effet, simplement il sera un petit peu moins appliqué. En l'occurrence, ici, je préfère ce rendu qui me semble plus naturel. Enfin, et pour terminer sur une astuce, donc toujours sur les réglages locaux, intéressons-nous dans les options du masque à ce qu'on appelle la sélectivité du masque. Et ça, c'est quelque chose qui est très important si vous utilisez ici la ligne de contrôle ou alors le point de contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que rappelez-vous que ce soit le point ou la ligne de contrôle, les effets que vous allez appliquer dans vos paramètres vont s'effectuer directement. Donc sur le point de contrôle, c'est là où est situé le U-point, ou alors avec la ligne de contrôle, c'est là où vous aurez mis votre pipette. Cependant, et par défaut, tous les effets que vous allez appliquer, que ce soit l'exposition, le contraste, la saturation, vont s'appliquer plutôt sur un couple de plages de teinte et de tonalité, donc de couleur et de lumière, qui sera pointé soit par le U-point, soit par la ligne de contrôle. Donc ici, par exemple, j'ai utilisé une ligne de contrôle et l'effet s'applique plutôt, on va dire, sur mon ciel orangé parce que j'ai pointé avec ma pipette mon ciel orangé. Si je déplace la pipette, vous voyez que l'effet varie en fonction de la zone où j'ai pointé. Cependant, et par défaut, on va dire que la zone d'application est plus ou moins tolérante, c'est-à-dire qu'elle se focalise plutôt sur la plage de teinte et de tonalité que j'ai sélectionnée, mais en même temps, elle n'est pas non plus ultra sélective et elle est plutôt sur des plages qui sont un petit peu similaires. Cependant, parfois, on pourrait vouloir que la plage sur laquelle est affecté donc mes effets pourrait être parfois plus large. J'aimerais que le logiciel soit plus tolérant, ou parfois, à l'inverse, qu'elle soit un peu plus sélective. Et pour ce faire, ça va se passer du côté de ce qu'on appelle la sélectivité du masque. Donc ici, j'ai deux curseurs possibles, Chroma et Luma.
Chroma, ça renvoie à chrominance, la couleur, et luma, donc luminance, donc la lumière, la tonalité. Et donc, l'idée est la suivante. Plus je vais demander à DxO Photolab d'être ici exigeant, donc sélectif au niveau du curseur chroma, et plus le logiciel va se focaliser sur la gamme de couleurs, de teintes, que j'ai pointé avec ma pipette. Donc regardez ici, si j'augmente le curseur chroma, eh bien l'effet va s'appliquer de manière plus sélective sur la plage de teintes que j'ai sélectionnée avec la pipette. À l'inverse, plus je vais baisser le curseur vers 0 et plus l'effet va s'appliquer sur des plages de teintes qui sont, on va dire, plus éloignées. Si je reviens à 0, vous voyez que c'est un curseur qui est plutôt moyen. Et je peux faire exactement la même chose avec le critère luma, donc plutôt tout ce qui touche à la tonalité, à la lumière. Je vais demander au logiciel d'être plus sélectif sur les plages de lumière similaires. Et là, vous voyez qu'il est à nouveau plus sélectif et je peux faire la même chose dans l'autre sens, auquel cas, là aussi, il sera plus tolérant envers des plages de lumière similaires. Et donc, la moralité de tout ça, c'est que si vous utilisez ici la sélectivité de la chroma et de la luma, vous allez pouvoir, en couplant les deux, sélectionner de manière très précise la plage qui vous intéresse. Pour terminer cette vidéo d'astuces, voyons quelques petites astuces générales du logiciel. La première, c'est que l'on peut changer la couleur de l'arrière-plan, donc qui est derrière notre photo. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons nous rendre dans Édition, donc dans le menu Édition, et ensuite dans les Préférences. Et ici, ça va se passer dans le menu ici Affichage, et dans l'affichage, dans la sous-catégorie Générale, vous allez ici pouvoir gérer donc la couleur de l'arrière-plan, et vous allez pouvoir gérer la couleur d'arrière-plan pour l'épreuvage écran. Alors pour l'épreuvage écran, moi je vous conseille vivement de le laisser en blanc car l'épreuvage écran permet de simuler donc notamment une impression sur papier. Or dans ce cas-là, l'épreuvage passe en blanc. Pourquoi? Eh bien parce que le blanc, c'est le plus souvent la couleur de notre papier. Autre astuce, toujours dans les paramètres, et pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'onglet Général, c'est que nous allons pouvoir définir des pré-réglages automatiques, donc qui s'appliqueront de manière automatique sur toutes nos photos. Donc pour ce faire, nous allons dans Général, dans le sous-menu Paramètres de correction, et dans l'item qui s'appelle Application automatique de pré-réglage. Et ce qui est quand même assez génial, c'est qu'on peut séparer ce paramétrage pour les fichiers RAW et les fichiers RGB, c'est-à-dire tous les fichiers non RAW, donc les TIFF ou encore les JPEG. Et ici, vous allez pouvoir donc choisir l'ensemble des pré-réglages que vous souhaitez appliquer. Moi, en l'occurrence, le choix que j'ai fait, que ce soit pour mes RAW et pour les autres types de fichiers, c'est ici d'appliquer le point numéro 3, correction optique DxO seul, c'est-à-dire que automatiquement, si un module optique est installé qu'il correspond à mon couple boîtier plus objectif, eh bien, il s'appliquera automatiquement sur ma photo si j'ouvre le fichier dans DxO Photolab. Mais si vous avez par exemple des pré-réglages de rendu que vous aimez bien, eh bien, vous pouvez les appliquer automatiquement sans avoir à vous rendre automatiquement ici dans Appliquer un pré-réglage. Enfin, dernière astuce qui est plutôt très sympa, et pour ce faire, on va aller dans Personnaliser. Il est possible d'afficher des outils de deux manières différentes. La première, c'est de définir les outils que l'on considère comme favoris. Alors bien évidemment, et ça on l'a déjà vu ensemble, vous pouvez totalement créer votre espace de travail personnalisé, mais vous pouvez également définir vos outils favoris comme favoris. Et pour ce faire, il faut se rendre sur l'outil qui vous intéresse et ici d'activer, vous voyez la petite étoile. Et lorsque j'ai une petite étoile qui est marquée comme en bleu, ça veut dire que mon outil est défini comme favori. Mais alors comment n'afficher que les outils favoris? Eh bien on va tout en haut ici à côté de la barre de recherche donc de réglage, et lorsque je clique ici sur favoris et que l'outil est en bleu, eh bien DxO Photolab ne m'affichera alors plus que les outils que j'ai définis comme favoris. Enfin, et la deuxième sous-astuce là-dedans, c'est que vous pouvez demander au logiciel de n'afficher que les outils que vous avez alors activés et utilisés dans l'édition de votre photo. Et pour ce faire, vous allez juste à côté sur le petit curseur qui est ici, dans Réglages actifs, et lorsque vous cliquez dessus, alors le logiciel n'affichera que les outils qui sont actifs, c'est-à-dire ici, qui ont été activés avec le petit bouton bleu. Allez, pour terminer, une petite astuce bonus. L'astuce, c'est tout simplement que toutes les photos que vous aurez marquées comme rejetées ne seront pas exportées, même si vous les sélectionnez. Prenons un exemple très concret. J'ai ici deux photos. J'ai ma version éditée que je veux exporter et j'ai ici ma version que j'ai marquée comme rejetée et qui du coup n'est pas éditée. Eh bien, même si je sélectionne les deux et que ensuite je clique sur Export vers disque et ensuite, vous voyez, j'ai sélectionné mon dossier, je clique sur Exporter. Donc, il y a mon
temps d'export. Je vais aller directement ici dans le dossier que j'ai défini. Là, l'export est en cours. DxO Photolab, voilà, a terminé son export. Et vous voyez que j'avais sélectionné 2 photos. Cependant, dans mon dossier d'export, il n'y a que celle qui a été marquée comme conservée et celle qui a été marquée comme rejetée n'a pas été exportée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo d'astuces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Également, si vous-même vous avez des astuces supplémentaires, n'hésitez pas à les partager auprès des autres, toujours dans les commentaires. Et en attendant, je vous renvoie notamment vers les autres vidéos pour en apprendre davantage sur DxO Photolab.